Bonjour à tous, je suis Paul Cavan, le manager du pôle talent au sein du hub BPI France et bienvenue sur cette seconde édition de UpTrax. UpTrax, c'est ce nouveau format que nous avons lancé cet été qui réunit un ou une fondatrice de participation d'une start-up que nous avons accompagnée avec un de ces ou une de ces C-level pour pouvoir rendre compte de la trajectoire que a connue cette startup avant et après l'accompagnement par nos équipes. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier et Charlène. Olivier, tu es le CEO de Combo, tout fraîchement nommé, anciennement Snapshift pour les anciens. Et Charlène, tu es DRH de Combo. Merci à vous deux de votre présence aujourd'hui. Peut-être pour commencer, Olivier, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu les débuts de l'aventure Snapshift à l'époque, la genèse, quelques chiffres, comment l'aventure a démarré? Oui, bonjour Paul, et merci pour l'invitation. Combo, effectivement, est né sous le nom de Snapshift en 2016. Au départ, c'était une application, on a développé une application pour la planification des salariés, d'abord dans les restaurants, et très rapidement, on s'est étendu à d'autres secteurs d'activité. Et aujourd'hui, Combo, c'est une application RH, SIRH, pour gérer tout le back-office RH des entreprises qu'on appelle deskless, on peut les appeler aussi frontline. Ce sont des entreprises qui ont la particularité d'avoir des salariés qui travaillent donc en première ligne sans bureau. Donc c'est tout ce qui est dans la restauration, le tourisme, l'hôtellerie, le retail, la grande distribution, les sports. Donc les salariés n'ont pas d'outils bureautiques et ils sont en première ligne face aux clients. Donc il y a des problématiques très particulières en termes de gestion RH, d'organisation du travail, de suivi des temps et même de management, de onboarding. C'est très particulier. Voilà. Donc aujourd'hui, on a, cette population-là représente à peu près 80% du marché du travail, donc c'est énorme. Et donc aujourd'hui, Combo, c'est 8000 établissements clients, essentiellement en France, 135 collaborateurs, et on a ouvert l'Espagne au début de l'été, voilà, avant d'ouvrir d'autres pays l'année prochaine. Ça marche, Olivier. Et pour comprendre, du coup, à quel moment Combo a été investi par BPI France et du coup a fait son entrée dans l'accompagnement du hub? On a fait une levée de fonds d'amorçage qui était de 4 ou 5 millions d'euros fin 2019. Donc on a rejoint le programme Hub BPI en début 2020. Donc on faisait partie des jeunes pousses, donc le programme d'accompagnement était, de toute façon le programme d'accompagnement est adapté, il est un peu à la carte en fonction du profil de l'entreprise. Et donc nous, à cette époque-là, on était surtout accompagnés sur les mises en relation, du partage de connaissances, des échanges avec d'autres startups, d'autres CEO. C'était pour nous aider un peu, c'était pour parfaire un peu notre éducation en quelque sorte. Mais comment s'est passé du coup cet accompagnement en détail? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Il y avait peut-être énormément de bienveillance et de bonne volonté. C'est-à-dire c'est une équipe grande, bien staffée, qui est vraiment là pour aider les entrepreneurs et les équipes dirigeantes à, à réussir. Ce sont des équipes qui sont très polyvalentes, enfin non pas polyvalentes mais très diversifiées. Donc il y a des spécialistes dans le produit, des spécialistes dans la tech, des spécialistes dans le commercial, dans le recrutement. Donc en fait c'est beaucoup d'expertise avec un environnement de travail, enfin avec une structure qui est très jolie. Donc voilà, il faudrait être le roi des idiots pour pas rentrer dans un programme comme celui-ci. Et du coup, pour comprendre pourquoi avoir choisi cet accompagnement? Alors à l'époque, on était une toute petite structure, on était, mon Dieu, on devait être une vingtaine de salariés. On avait des problématiques extrêmement opérationnelles. Quand on avait fait des recrutements à faire, on avait recruté une personne, deux personnes. On n'était pas du tout dans la notion de scale, on n'était pas dans la recherche de volume, d'efficacité. C'était une époque un peu artisanale. Donc vraiment, ce qui nous intéressait, c'était de discuter avec des personnes très opérationnelles et qui avaient exactement les mêmes problèmes que nous
sur un aspect technique, sur un aspect produit, sur un aspect d'hébergement, sur un aspect juridique. Donc vraiment, à cette étape-là, ce dont on avait le plus besoin, c'était l'échange avec des confrères ou des consoeurs. Et l'équipe du Hub ne nous a pas poussé à faire plus, c'était vraiment, ou moins, enfin c'était vraiment, nous étions les maîtres, c'est nous qui dosions l'accompagnement. Moi je me rappelle une séance que moi j'avais beaucoup appréciée, c'était les Green Days. C'était assez agréable parce que ça se passait en septembre, il me semble, donc c'était après l'été, début de l'automne. C'est la rentrée, donc il y a un peu de pression. Et les Green Days, c'est une bulle de 2 jours. On va se mettre au vert avec d'autres CEO qui sont dans la même situation que nous, qui ont récupéré un peu d'argent et qui doivent construire et qui ne savent pas par quoi commencer. Et donc il y a beaucoup de spontanéité. C'est très agréable. Il y a beaucoup de franchise. Voilà. Tout le monde parle à cœur ouvert. Alors, à l'époque, on n'avait pas... il n'y avait pas de fonction RH et on était plutôt dans une logique d'autoportage. On voyait peut-être la fonction RH à cette époque-là comme quelque part une charge ou une charge administrative, pas quelque chose qui crée de la valeur. Donc on avait la volonté d'avoir une fonction RH qui soit la plus légère possible, la plus auto. Et donc on a tout fait pour créer nos propres process avec des outils no-code comme du Notion, etc. pour les recrutements, le suivi des candidats, la génération des contrats, les phases de onboarding, etc. Et en essayant de mettre à contribution au maximum chaque manager. Le discours, c'était on voulait responsabiliser chaque manager dans gérer ses propres RH en quelque sorte. On a fonctionné comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à une centaine de salariés à peu près. Et on s'est rendu compte de la limite de ce système, de ce fonctionnement-là. Par ailleurs, plus on a grandi et plus mon rôle, moi personnellement, a évolué, plus j'ai pris conscience des enjeux stratégiques de la fonction RH. Et donc, à la fois par contrainte, mais également à la fois par envie, quelque part. Quand on est arrivé à une centaine de personnes, pour moi, ça devenait urgent d'avoir une vraie fonction RH. Et quand je dis RH, ce n'est pas RH administratif, c'est vraiment le poste, on l'appelait Chief People Officer. C'est vraiment pour sa globalité et pour son enjeu stratégique. Ok, ça marche. Effectivement, parce que là, du coup, on est passé donc sur l'année 2020-2021. Il y a eu une forte croissance cette année-là. Vous êtes passé de 30 à plus de 70. On est arrivé à ce moment-là à une espèce de seconde phase suite à cette série A qui a été du coup annoncée fin d'année dernière, je crois. Début de cette année, oui. Début de cette année. Et quelles ont été ensuite, alors suite à cette première étape donc de rencontre avec tes pairs, quelles ont été ensuite les autres actions qui ont été menées justement avec les équipes du Hub? Il y a eu un gros travail qui a été fait, une grosse collaboration qui a été faite sur le produit, parce qu'il y a une très belle équipe, un très beau programme product au sein du Hub, qui est l'idée par Octave. Là, il y avait beaucoup de collaboration avec nos PM, des participations à des événements, ils se réunissent, ils font des séminaires, des conférences ensemble, partagent beaucoup de contenu. Et l'autre volet, c'était sur le recrutement, donc avec plutôt toi et ton équipe. Parce qu'effectivement... Maxime chez toi. Et Maxime chez nous, oui, bien sûr. Et puis l'équipe qui a grandi en interne, parce que maintenant ils sont 4 ou 5, je crois. Et donc le recrutement, alors avec, en ce qui concerne la partie BPI, plutôt les recrutements sur les postes clés. Donc je crois que grâce à vous, on a recruté Laurent, notre Head of Product. Tout à fait, ouais, qui était alors initialement parti sur une mission d'expertise de mémoire. C'est ça, oui. Via justement le club produit. Voilà, Laurent qui était en fait un des membres du club produit d'Octave, mais qui était un membre, on va dire, externe, puisque pas du réseau. Le club, et c'est une volonté forte aujourd'hui, a pour vocation de réunir en fait les membres du réseau BPI France, mais aussi justement
s'ils le veulent, Head of, VP, hors réseau, qui souhaiteraient s'y joindre, parce que le but, encore une fois, c'est le partage entre pairs, c'est un maximum de synergie. Et ça s'est démarré comme ça. Et je crois que Laurent, en fait, a accroché, on va dire, Voilà, il y qui a eu des était... affinités. Voilà, c'est ça. Donc on avait un peu peur après des missions d'expertise en se disant que tout le monde allait vouloir Non. s'internaliser. Mais c'est vrai que ça a été un sacré phénomène et en fait, quelque part, ça a été aussi un super indicateur pour nous de se dire que, de voir que globalement, sur des talents de ce niveau-là qui étaient pas du tout forcément, ni en recherche ni en écoute, il y a une sorte de fit en fait et que cet aspect culturel en fait très fort que vous êtes monté, un peu en autonomie clairement, en autogestion, transparaissait en fait et était vraiment palpable. Donc effectivement, il y a eu Laurent, je crois il y a eu aussi, le recrutement de la partie technique aussi. Il y avait on a fait un sacré travail avec Maxime sur, le recrutement de Raphaël. Raphaël, oui. Tout à fait, on a commencé par Raphaël et puis, ensuite il y a eu, toute la structuration, notamment avec la couche, VP of Engineering, notamment avec Alexandre et Benjamin aussi qui a pu compléter. Ce qui a évidemment, les enjeux de recrutement technique, on le sait, sont pas forcément toujours évidents, pour personne, hein, de toute façon et ça marche et qu'est-ce qui, en fait, suite à ça, qu'est-ce qui est ressorti? Dans quel état d'esprit vous étiez? Parce que du coup, vous êtes arrivé à 100, là, le besoin d'une fonction RH, Charlène, rentre en jeu, du coup, quels sont, maintenant un petit peu, qu'est-ce qui a changé, voilà, entre, cette autogestion et on va dire, aujourd'hui un combo, plus structuré? Alors Charlène est arrivée avant-hier. Euh, mais ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on échange ensemble. Elle connaît nos enjeux, elle connaît mes préoccupations, à moi en tant que dirigeant. Je pense que c'est assez clair dans sa tête, la longue liste de choses qu'il y a à faire. Voilà, après, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. En fait, on en a parlé, Combo a eu une croissance rapide. On parlait tout à l'heure de passer de 20 à 60. Ce qui s'est passé cette année, c'est que Combo est passé de 60-65 à 135 aujourd'hui. Et donc, dans cette croissance s'accompagne de différents challenges, et notamment un challenge autour de comment on gère bien cette croissance. Comment on s'assure qu'on met en place l'écosystème au service de l'expérience employée, du développement de nos équipes. Je pense que les premiers salariés Snapshift, ex-Snapshift Combo, ont eu l'opportunité de grandir avec l'entreprise. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que cette dynamique de croissance, elle continue. Et c'est venir accompagner les managers qui, jusqu'à présent, étaient seuls, en fait, dans leur rôle de manager ou accompagnés d'Olivier, mais venir auprès d'eux, construire la boîte à outils managériale, les coacher aussi, être là en soutien, en sparring partner, pour que eux aussi grandissent dans cette aventure et à la vitesse attendue. Parce que des managers qui étaient avant des managers de personnes ou de toutes petites équipes se retrouvent managers d'une dizaine de personnes, peut-être demain d'une vingtaine de personnes. Et ce changement, c'est un changement qui est rapide. Et donc, il faut qu'on les aide à passer les étapes nécessaires et à structurer, à faire ce switch, en fait, dans les meilleures conditions possibles. Ça marche. Est-ce qu'il y a des actions justement que tu as en tête, que tu souhaites mettre en place pour accompagner ça justement? Alors oui, un des premiers éléments, c'est de regarder l'écosystème au service du développement des collaborateurs. Donc de se poser la question de qu'est-ce qu'on met en place dès le onboarding et puis ensuite au fil de leur parcours pour cadrer en fait les attentes sur leur rôle, pour faire en sorte qu'on ait une culture du feedback qui soit forte et qu'on crée vraiment un écosystème dans lequel il y a une vraie fluidité dans la relation manager-managé. Tout ce qui est accompagnement de la performance, donc mettre en place des revues régulières, renforcer ce qui existe aujourd'hui et faire en sorte que tout ça soit pas un exercice de checklist. C'est bon, j'ai rempli ma to-do list, j'ai fait mon évaluation. C'est pas du tout l'objectif, mais que ce soit vraiment au service en fait, d'une discussion de qualité entre la personne qui est managée et son manager, pour qu'on soit toujours clair sur ce qui est attendu et qu'on ait l'opportunité de grandir et d'ajuster au fil de l'eau ce qu'on fait pour à la fois le succès de Combo, mais aussi de chacun d'entre nous. D'accord, très clair. Et justement, toi, Charlène, qui maintenant connaît un petit peu, mais qui prend tes marques, quelle est ta vision aujourd'hui de cette culture Combo, suite à toute cette accélération, suite à ce nouvel environnement aussi, parce qu'on a
des locaux fort sympathiques qu'on aimerait un jour, pourquoi pas, visiter. Qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que tu as compris de cette culture? Alors je dirais que ce qui ressort énormément dans les échanges avec les équipes, et notamment avec les personnes qui ont rejoint l'aventure récemment, c'est l'état d'esprit, c'est l'accessibilité de toutes les personnes avec lesquelles on travaille, et le fait de se sentir bien accueilli, et d'avoir la possibilité aussi de prendre ses marques, et de faire ses preuves dans un environnement qui est bienveillant, qui est attentif, avec des managers qui ont envie qu'on réussisse et qui se donnent la peine de créer les conditions pour que chacun se sente bien et chacun puisse livrer ce qu'il a à livrer. Mais Olivier, je te laisse compléter éventuellement. Tu peux ajouter. Nous, je pense qu'on a une culture qui est très forte et très claire, et depuis très longtemps, parce que moi je me rappelle c'était une des premières personnes que j'avais recrutées, qui venait d'une scale-up. Elle s'appelle Julie. Je crois qu'on devait être 8 à l'époque dans la société. Et elle venait moi, je ne croyais pas qu'elle viendrait chez nous. Pourquoi est-ce qu'une personne viendrait d'une scale-up pour rejoindre une boîte comme la nôtre, avec des bureaux pourris, de 8 personnes? Et en fait, elle m'a expliqué que la scale-up, l'entreprise avait été passionnante dans sa phase d'amorçage, de démarrage, mais que quand elle est passée au stade de scale-up, c'est devenu une boîte un peu chiante, où en fait il y avait des consultants, il y avait des surdiplômés qui qui étaient parachutés à des postes de manager. Il y avait beaucoup de cloisonnement, en fait tout ce qu'on n'aime pas dans une entreprise. C'est vraiment à cet entretien d'embauche que je me suis dit, vraiment, finalement, ça doit être ça ma priorité, la chose dont il faut que je sois super vigilant, c'est de m'assurer que les salariés dans cette entreprise n'aient pas envie de partir parce qu'on est devenu sclérosé, chiant, cloisonné. Mais vraiment, c'est de ce jour-là, j'ai vraiment pensé beaucoup, discuté beaucoup sur OK, qu'est-ce qui fait qu'on est bien ensemble, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être ensemble, qu'est-ce qui nous motive. Et voilà, depuis ce moment-là, c'est une discussion permanente sur qui on est, pourquoi est-ce qu'on est là, quelles sont nos valeurs. Donc ça fait vraiment partie de... Et c'est un peu ce qui nous a un peu induit en erreur quand je disais pendant des années on pensait qu'on pouvait faire des RH en autoportage. C'est-à-dire on était très fiers de nous parce qu'on disait bah, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on fait de la croissance, bah, on n'a pas besoin de DRH. Et puis en fait on a cette culture, on a ces valeurs, c'est carré, voilà, ça fonctionne très bien. Voilà, bon, après c'est problématique de scale et puis il faut... De toute façon, quand on grandit, il faut toujours prendre des gens qui sont meilleurs que soi à ce que l'on fait. Donc moi, j'étais probablement très bon pour faire cette partie-là, ce bout de chemin, mais maintenant, il faut quelqu'un qui soit vraiment... qui pense à ça 100% de son temps. Bien sûr, avec mon implication et mon impulsion, mais voilà, c'est pour ça que le rôle de Chief People Officer, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement clé, stratégique pour le développement de la société. Voilà. Donc nous, les valeurs, c'est la bienveillance, l'humilité. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Je l'ai découvert, c'est quand on a quelqu'un qui est un peu, qui est un peu arrogant, qui a du mal à se remettre en question, mais ça se passe pas bien avec le reste des équipes, c'est très fort. Voilà. Puis l'ambition de toujours vouloir faire plus, mieux, de grandir. Dans notre rebranding, dans notre nouvelle identité Combo, on a une tagline qui est 1000 façons de faire de la croissance, mais une seule de bien grandir. Et en fait, c'est même pas du marketing, c'est vraiment ce qui nous anime, et c'est comme ça qu'on veut travailler. Notre mission, c'est de bien grandir. Voilà. Et que chacun des collaborateurs grandisse bien, et que nos clients adhèrent à cette façon de vivre l'entreprise. Ça marche, merci Olivier. Merci Charlène, on va pouvoir peut-être parler un petit peu maintenant des enjeux de demain, de ce qui va se passer pour Combo. On est sur un nouveau chapitre, là désormais. Je pense que, comme tu l'as dit, l'ambition va être
va être au rendez-vous. Quels sont les enjeux de demain? Alors le premier enjeu, c'est de gérer cette croissance qui va continuer. On envisage d'être 150, 160 d'ici la fin de l'année, de continuer à grandir l'année prochaine encore dans des proportions assez significatives. Aujourd'hui, on est en Espagne. C'est le premier pays en dehors de la France. Ce ne sera pas le dernier a priori. Donc il faut qu'on structure ce développement à l'international et il faut qu'on accompagne aussi le shift d'une entreprise française vers une entreprise européenne, voire internationale. Et ça nécessite aussi de se réinventer un petit peu dans les modes de fonctionnement de tous les jours. Et puis je le disais, dans une entreprise qui grandit, le rôle des managers, il était déjà essentiel avant, mais il l'est encore plus aujourd'hui, enfin demain. Et c'est vraiment accompagner ce shift managérial pour faire en sorte que la culture continue à exister, qu'elle perdure, qu'elle s'enrichisse aussi avec les nouveaux challenges, les nouvelles arrivées, mais qu'on fasse en sorte de préserver cet ADN qui a fait le succès de Combo jusque-là et qui le fera encore demain parce que c'est un ADN assez unique et qui rassemble et qui fédère toutes nos équipes. Et puis, l'idée, c'est aussi de faire en sorte que Combo aujourd'hui soit un peu plus connu, qu'on soit un peu plus peut-être vocal sur qui on est, pourquoi ça vaut le coup de venir nous voir et de discuter avec nous, parce qu'on a plein d'ambitions pour nos clients, mais aussi pour nos équipes. Et voilà, donc c'est ça nos enjeux, on va dire, dans les semaines et mois qui viennent. Ça marche. Olivier? Oui, c'est ça. Alors, l'internationalisation. Donc, on fait des efforts. Enfin, nous, ça fait déjà pas mal de temps que, par exemple, on communique à l'écrit en anglais sur certains, on documente en anglais. Certaines de nos réunions sont en anglais, pas toutes, mais on veut être très inclusif. On veut pas que des gens se sentent laissés sur le côté. Donc, il faut former, tout le personnel à pouvoir travailler en anglais, tout en restant local aussi, ne pas pouvoir travailler en français pour pas que des personnes se sentent exclues. Mais tout ça, ça pose plein de petites questions, plein de problématiques très, très opérationnelles, voilà, et qu'il faut gérer, qu'il faut communiquer, qu'il faut inculquer aussi aux nouveaux. Le management, aujourd'hui, on a des managers qui ont des formations en management, mais d'autres pas. Quand on est leader, moi, j'ai pas eu de formation en management. Je ne sais pas comment ont été formés mes managers au management, donc je ne sais pas quelles sont leurs attentes vis-à-vis de moi. Qu'est-ce qu'on attend d'un manager? Est-ce que moi, je suis un manager? Et voilà, est-ce qu'on a le droit d'être des managers un peu différents? Parce que moi, il y a des choses que je ne sais pas faire, que je n'ai pas envie de faire. Donc, il faut réussir à faire en sorte que le melting pot fonctionne bien, voilà, parce qu'on n'est pas des clones. La profondeur et l'ampleur des sujets est telle qu'un dirigeant, je reviens à mon Chief People Officer, un dirigeant seul ne peut pas l'adresser. C'est pour ça que c'est important d'avoir un sparring partner et quelqu'un qui travaille sur ces sujets-là avec moi. Ça marche. Et effectivement, je rebondis sur cette notion. On a parlé beaucoup d'inclusion, beaucoup de culture, parce que dès le début, en fait, il y a eu cet ADN de diversité et d'inclusion dont on parle beaucoup depuis 2 ans au sein de Snapshift. Est-ce que ça va être pour vous aussi une force, justement, pour attaquer l'international demain, cet ADN très inclusif qui met de côté personne, qui prend en compte tout le monde? Notre première expérience avec l'équipe espagnole, et ils ont eu un coup de foudre avec notre société. Ils ont débarqué tous ensemble un jour à Paris. Ils ont été accueillis, ils ont suivi le onboarding, ils ont participé à nos rituels. Ils avaient des étoiles dans les yeux et ils sont repartis à Madrid en se disant mais c'est génial de pouvoir travailler comme ça à une échelle internationale, c'est-à-dire travailler dans une boîte qui n'est pas dans son pays et d'avoir ce coup de foudre pour une culture d'entreprise. Et ça se passe super bien, c'est un vrai plaisir. Donc si on peut réussir à répliquer ça sur d'autres pays, mais ça nous ouvre des horizons dingues. Complètement, et c'est totalement en l'air du temps. Donc, effectivement, je pense qu'on a bien résumé un petit peu les 3 grands piliers en jeu qui ont globalement permis à Combo aujourd'hui
d'être à ce stade-là, c'est-à-dire la culture qui a été travaillée d'abord en autonomie, mais qui a été on va dire, entretenu et nourri par tous ces nouveaux membres qui ont rejoint l'aventure et qui ont continué en fait d'adhérer à ces valeurs et de les faire perdurer. Le management ensuite, qui évidemment sont les premiers ambassadeurs aussi de ça et qui du coup sont aussi accompagnés, comme tu disais Charlène, c'est très important parce que sur des phases de scale, tout manager n'a pas forcément effectivement connu des équipes aussi importantes très rapidement et on est effectivement dans l'écosystème startup sur une population qui est quand même assez jeune, qui apprend en fait sur le terrain et bon, qui apprend vite, mais qui a besoin effectivement souvent d'être accompagné, d'être soutenu. Donc d'où effectivement ce dernier pilier sur lequel ta présence va être stratégique, c'est effectivement la fonction RH. Et du coup, j'en profite pour te poser la question au niveau de ces recrutements, de cette scalabilité, quelles sont les grandes familles, les grandes verticales, si tu as des annonces à faire passer aujourd'hui Ben, on recrute dans toutes les équipes et en particulier dans nos équipes tech produits, mais aussi dans les équipes commerciales. Aujourd'hui, on a la volonté, en fait, on parlait de diversité et inclusion tout à l'heure, mais dans nos recrutements, il y a une approche qui est très axée sur le potentiel et la capacité des équipes à vraiment incarner nos valeurs et à avoir envie de grandir. Les personnes qui sont prêtes aujourd'hui à apprendre, à se développer, à tester des nouveaux challenges, nous, on est preneurs parce que c'est ce qui a fait notre réussite. Je pense que Nelly, la première employée de Combo, me disait hier, moi quand je suis arrivée, quand Olivier m'a appelé, il m'a dit « Est-ce que tu veux rejoindre l'aventure ?» Je ne savais pas ce qu'était une start-up et j'avais très peu utilisé un ordinateur, mais qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai grandi. Et c'est ce qu'on recherche en fait, des gens qui ont envie de sortir de leur zone de confort, ont envie de se développer, ont envie d'apprendre. On ne sait pas tout ce qui va se passer demain, mais on est sûr que ça va être super et on a envie des gens qui ont envie d'apprendre avec nous. Ça marche. Merci Charlène. Merci Olivier pour cette belle conclusion. Et écoutez, un grand merci effectivement de nous avoir suivis sur cette seconde édition d'Uptrax. On vous retrouve désormais fin novembre pour une prochaine édition concernant 6ID.